Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'investisseuse quantique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout investisseur dans le quantique se doit de comprendre et de maîtriser. Il s'agit du quantum washing. On va voir ensemble comment ne pas se faire rincer par des narratives trop beaux pour être vrais. Parce que le quantum washing, c'est le petit frère du greenwashing, mais avec beaucoup plus de zéros derrière. En 2026, le mot magique pour attirer des capitaux massifs et augmenter la valorisation de son entreprise, c'est quantique. Quantum ready, quantum safe, quantum powered. Traduction honnête, autant de quantique qu'une calculatrice de collège. Mais quand personne ne comprend une technologie, c'est le terrain parfait pour vendre du rêve et surtout du rêve très cher. Mais alors, c'est quoi le quantique? Prenons le temps de l'expliquer en 60 secondes. Un ordinateur classique, c'est comme une pièce qui est posée sur une table. Elle est soit sur pile, soit sur face, 0 ou 1. Tout ce que vous faites sur votre ordinateur aujourd'hui, c'est une combinaison de 0 ou de 1 de façon séquentielle. Sur l'ordinateur quantique, c'est un peu différent. On va prendre la même pièce, mais on va l'observer pendant qu'elle tourne. Elle est à la fois 0 et 1. C'est ce qu'on appelle la superposition. Maintenant, pour aller plus loin, on va lier ces pièces. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Donc, on va imaginer ces deux pièces liées par la magie, on va dire. Si l'une s'arrête sur pile, l'autre tombe instantanément sur face, même si elles sont à l'autre bout de la galaxie. C'est ce qu'on appelle l'intrication. Et c'est là que réside la vraie puissance du quantique, c'est-à-dire qu'avec 3 qubits, toutes les combinaisons possibles sont explorées simultanément. Et avec 300 qubits stables, la quantité de traitement dépasse tout ce que les ordinateurs classiques du monde réunis peuvent accomplir. C'est énorme. La puissance de calcul, elle ne s'additionne pas, elle se multiplie de façon exponentielle. Mais tout n'est pas si simple. Il y a aujourd'hui un gros problème qu'essaie de résoudre toute entreprise qui essaie de fabriquer une puce quantique ou un ordinateur quantique. Ça s'appelle la décohérence. Parce que les qubits, ce sont un peu des divas, c'est-à-dire le moindre changement de contexte fait varier leur humeur. Que ce soit une variation de température, un champ magnétique, et même le fait de les observer, eh bien, tout s'effondre. Donc la décohérence, c'est le problème épineux aujourd'hui des entreprises qui fabriquent du matériel quantique. C'est d'ailleurs pour ça que ces ordinateurs quantiques sont refroidis à moins de 273 degrés Celsius, soit plus froid que l'espace interstellaire. Aujourd'hui, pour résoudre cette problématique de décohérence, il existe 5 techniques. Donc, aucun standard n'a émergé. Toutes les entreprises essaient des techniques différentes. Et donc, aujourd'hui, si une entreprise vous indique qu'elle a trouvé la solution pour résoudre le problème de décohérence, soit elle a fait une percée vraiment inattendue, soit c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, tous ces standards sont en concurrence et pour l'instant, aucun n'a convaincu tout le monde. On a d'abord les supraconducteurs avec des acteurs tels que Google, IBM et Rigetti, les ions piégés avec IonQ et Quantinuum, les atomes neutres avec Pascal, Cocorico, les qubits topologiques avec Microsoft et sa puce Majorana 1, et ensuite on a les replis quantiques avec D-Wave. On va voir en détail ce que se cache derrière chacune de ces technologies. La première, ce sont les supraconducteurs. Donc les supraconducteurs, ce sont des circuits qui sont refroidis à l'extrême. C'est aujourd'hui l'approche la plus avancée industriellement. On a 3 gros acteurs sur cette technologie. On a Google avec sa fameuse puce Willow qui a franchi un seuil historique en 2024 en dépassant les 105 qubits. Aussi, les erreurs diminuent quand on ajoute des qubits et ça, c'est game changer. Le deuxième acteur sur ce pan, il s'agit de IBM. Donc IBM, je vous en ai parlé en long et en large, c'est une entreprise aujourd'hui qui vend déjà des ordinateurs quantiques et ils ont même écrit un SDK, donc un kit pour développeurs, KissKit, qui permet aux développeurs de créer des applications sur des ordinateurs quantiques. Ensuite, on a Rigetti. Donc Rigetti, ils sont full stack, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre chaîne d'approvisionnement et de fabrication des chipsets modulaires. Ils ont des revenus de 7 millions de dollars en 2025. Ils sont quand même pas rentables parce qu'ils ont une net loss de 200 millions. Donc la plupart des entreprises de ce secteur sont dans la même situation, donc elles perdent de l'argent plus qu'elles en gagnent.
avec une capitalisation boursière pour Rigetti de 2,6 milliards. Ensuite, la deuxième technique, ce sont les ions piégés, proposés par IonQ. Donc, sur cette technologie, on manipule des atomes réels avec des champs électromagnétiques. C'est ultra précis, naturellement stable. Côté chiffres, IonQ, ils sont plutôt pas mal. 103 millions de revenus en 2025, soit une progression de 200% par rapport à 2024. Au niveau des guidance, on a aussi une projection, donc ils se projettent sur un revenu situé entre 225 et 245 millions. Ils ont du cash, donc 3 milliards de dollars de cash, ce qui leur permet de faire des achats, dont le dernier, en janvier 2026, Skywater, qui leur permet d'avoir plus la main sur leur fabrication de chipsets, donc pour concurrencer un peu Rigetti sur le côté full stack. Ils ont des clients réels comme l'US Air Force, AstraZeneca, Kisti en Corée, et donc c'est l'une des premières entreprises quantiques cotées à dépasser les 100 millions de revenus annuels. Donc c'est un acteur qui est solide. Pour autant, IonQ n'est toujours pas rentable, mais on voit quand même une progression de leurs revenus d'année en année. Ensuite, une autre technologie, c'est le recuit quantique de D-Wave. Ici, on va être plutôt sur de l'optimisation, c'est-à-dire que on va faire des ordinateurs quantiques, des puces quantiques qui sont spécialisés pour résoudre un certain type de problème. D-Wave a déjà des clients, Volkswagen, Mastercard, Lockheed Martin. Au niveau des revenus, en 2025, on était à 24 millions, beaucoup moins que IonQ. Ça faisait une progression de presque 200% également. Et fait intéressant, c'est qu'en janvier 2026, les commandes dépassent déjà tout ce qu'ils ont gagné l'année dernière. Donc, on peut imaginer qu'ils cassent la baraque en 2026 si le carnet de commandes se poursuit sur cette cadence. Donc, en tout cas, ils ont des clients qui payent, toujours pas rentables, mais entreprise aussi qui a vraiment une technologie et des clients derrière. Donc, à surveiller. On va dire, on est un peu loin du quantum bullshit là-dessus. Premier signal à regarder lorsqu'on veut se prémunir du quantum washing, ce sont les revenus. La règle est simple. Bien évidemment, tout ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est juste des observations pour alimenter votre réflexion lorsque vous analysez une action quantique sur laquelle vous voulez investir. Donc la règle est simple, moins de 100 millions annuels, dossier refermé. Il n'y a rien à voir, ça sert à rien de regarder. Ensuite, on va regarder les ratios, la capitalisation boursière, ratio price to sell. Les entreprises du quantique ont toutes des ratios délirants, étant donné qu'elles ne gagnent pas d'argent, au contraire, elles en perdent. Mais dans le lot, il y en a qui sont encore plus délirantes que d'autres. C'est le cas de Quantinuum Inc., qui a presque 1700 de price to sell, lorsque des entreprises telles que Palantir, l'une des entreprises avec le price to sell le plus tendu des grands de la tech, est à 100. Donc à ce moment-là, et quand on compare aux revenus, pour moi, c'est une entreprise sur laquelle il ne faut pas se positionner. Et d'ailleurs, je le présente dans ma vidéo sur qui sont les vrais gagnants du quantique. En règle générale, il faut se positionner sur les grosses capitalisations ou les entreprises telles que Google ou IBM qui gagnent déjà de l'argent en dehors du quantique et qui ont assez de cash pour pouvoir injecter dans la recherche. Par contre, si vous voulez vous positionner sur des pure players pour augmenter le risque et éventuellement avoir des ratios intéressants, il y a aussi les revenus à observer. Donc des D-Wave, des IonQ, pourquoi pas, mais des entreprises telles que Quantinuum avec un 1700 de price to sell, pour moi, c'est pas la peine. Le deuxième signal, c'est le mot quantum safe. Alors, ça, c'est le mot quantum washing par excellence pour 2026. Pourquoi? Parce que Google a publié le 30 mars dernier un papier où ils indiquaient que ils pouvaient casser l'algorithme de Bitcoin, la cryptographie de Bitcoin avec moins de puissance de calcul que prévu initialement. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'algorithme de Shor où j'explique en détail l'avancée de Google. Donc, depuis cet article, tout le monde se dit quantum safe, post-quantum ready, quantum résistant. Or, la plupart du temps, ça ne veut absolument rien dire. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être quantum safe? Alors, la définition précise, c'est d'avoir migré vers des algorithmes standardisés par le NIST qui ont été revus par un ensemble, par la communauté scientifique internationale et qui ont été validés comme étant quantum ready.
Si une entreprise n'a pas encore migré vers ces algorithmes, son quantum safe, c'est juste du vent. Donc, quand une entreprise se dit « je suis quantum safe », allez vous renseigner là-dessus, vers quel algorithme ils ont migré, quand ou à quelle échéance on prévu de le faire. Être quantum safe, c'est pas juste avoir analysé le quantique, c'est pas juste avoir acquis un ordinateur quantique chez IBM ou chez un autre acteur, c'est d'avoir migré vers les algorithmes du NIST qui sont réputés pour être quantum safe. Donc, si la réponse est vague et que vous n'arrivez pas à trouver l'information, ça veut dire que c'est du quantum washing. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises de cybersécurité, des éditeurs logiciels, des banques, ils vont tous vouloir coller le mot quantum safe dans leur communication. Donc il faut faire très attention pour différencier le faux du vrai. Il faut toujours regarder plus en détail pour voir de quel algorithme on parle, à quelle échéance vous avez fait votre migration pour vous vanter d'être quantum safe. Pour autant, le quantum safe, c'est pas totalement du bullshit. Il y a des entreprises qui font le travail. C'est le cas d'IBM. IBM a dans sa roadmap depuis 2023 maintenant l'intégration des algorithmes du NIST. C'est le cas de Thales également et de PQ Shield, une entreprise que j'ai mentionnée justement sur ma vidéo sur l'algorithme de Shor. Je vous invite à aller la voir, qui fournit directement des composants qui embarquent ces algorithmes à des clients, des fabricants de puces type ARM ou AMD. Donc, ces entreprises ne se disent pas quantum safe à tout bout de champ, ils livrent des composants réels qui intègrent ces fameux algorithmes du NIST. Donc, souvent, le silence opérationnel, il est plus éloquent que la communication. Le troisième signal, c'est différencier le communiqué de presse d'une découverte qui a été validée par un consensus scientifique. Je m'explique. On va prendre 3 cas. Google Willow, ils ont publié dans la revue Nature comment fonctionne leur puce Willow. Ça a été validé par une revue scientifique, donc un collège de pairs. Idem pour IBM Héron. Donc là aussi, publication dans une revue scientifique, validation de la communauté scientifique des techniques qui ont été proposées. Par contre, Microsoft, avec Majorana 1, ils ont fait un communiqué de presse, ils indiquaient quelque chose qui est assez révolutionnaire, ils promettaient de faire 1 million de qubits sur une seule puce. Le débat, il est toujours ouvert. Beaucoup de personnes dans la communauté scientifique remettent en question cette découverte de Microsoft. Donc même les gros peuvent raconter n'importe quoi dans des communiqués de presse, enfin n'importe quoi. C'est-à-dire c'est pas encore validé par la communauté scientifique, donc il faut se méfier de ce qu'on voit dans les communiqués de presse et approfondir les recherches. Donc une annonce sans publication dans une revue scientifique, c'est une promesse. C'est un communiqué de presse, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Et donc il faut se méfier de ce genre d'annonce. Une publication validée, c'est un résultat, c'est quelque chose qui a été validé par le consensus scientifique, donc on peut éventuellement lui faire confiance. Le quatrième signal, c'est la nature des qubits. Parce que souvent, une entreprise va dire, on est arrivé à 1000 qubits, on est arrivé à 5000 qubits, on est arrivé à 1 million de qubits, mais de quel type de qubits on parle? Il y a 2 types de qubits, il y a des qubits physiques et des qubits logiques. Donc quand une entreprise dit on a 1000 qubits, sans préciser s'il s'agit de qubits physiques ou logiques, ça ne veut rien dire sans contexte. Parce que la réalité, c'est que 1 qubit logique stable égale à presque 1000 qubits physiques pour la correction d'erreur. Donc 1000 qubits physiques, c'est potentiellement un seul qubit logique. Donc quand une entreprise ne précise pas de quel qubit on parle, c'est un signal d'alerte, il faut aller vérifier de quoi il s'agit exactement. Ensuite, dernier piège, le piège des SPAC. Alors c'est quoi un SPAC? Un SPAC, c'est Special Purpose Acquisition Company. En gros, c'est une société, une coquille vide, tout simplement, qui est créée uniquement pour amener une entreprise privée en bourse. Donc, il n'y a pas les filtres classiques des IPO, donc il y a plein de red flags qui ne sont pas vérifiés. Et le secteur de quantique est rempli de ces entreprises coquilles vides qui permettent à des startups d'aller plus rapidement en bourse. Donc, en gros, la coquille vide, elle est cotée en bourse. S'il y a une fusion avec une autre entreprise, cette autre entreprise profite de son statut d'entreprise cotée. Donc, ça permet de ne pas vérifier tout ce qu'on vérifie avant une IPO. Toutes les entreprises du quantique, en tout cas beaucoup d'entre elles, IonQ, Rigetti, D-Wave, Arkit, toutes elles sont passées par ce mécanisme de SPAC. Le cours en bourse, parce qu'on peut maquiller en fait des chiffres, ce qui fait que une fois que la fusion a été faite entre l'entreprise et son fameux SPAC, eh bien on a des cours de bourse qui baissent
comme c'est pas permis. On situe entre 70 et 95% de perte on va dire, de valeur après la fusion. Donc, si une entreprise du quantique vous intéresse et qu'elle fait une entrée en bourse via SPAC, soyez patient. Ne vous jetez pas, en fait, dès le premier jour de sa cotation. Attendez quelques temps qu'on ait cette stabilisation du cours. Souvent, comme je vous l'ai indiqué, on peut perdre presque 95% du cours parce que, en plus, ça s'accompagne d'une euphorie toujours sans précédent, donc les cours s'envolent. Il faut être patient, attendre en fait qu'on ait une stabilisation du cours avant de se lancer là-dessus. Parce que les SPAC, ça peut être très dangereux. Vous pouvez investir et tout perdre et ne jamais remonter à la valeur qui avait été atteinte lors des premiers jours de l'entrée en bourse. Donc, il faut être patient. C'est un secteur, en fait, sur le long terme, on a le temps d'investir dedans. Donc, et surtout, investir des montants raisonnables quand on investit sur une entreprise qui est cotée en bourse via SPAC. Et mon conseil, je répète encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais si vous voulez investir via ces actions qui sont cotées en bourse via ce mécanisme, il faut attendre. Ça sert à rien de se précipiter. Donc, on a le cas Rigetti, qui est un cas qui est très représentatif de ce sujet. Donc, dans le dossier de SPAC, ils ont promis 200 millions de revenus en 2025. En réalité, ils en ont gagné 7 millions. Donc, ce genre de choses, on les voit que dans des SPAC. Donc, il faut faire très, très attention parce que les chiffres qui sont indiqués dans un SPAC, souvent, c'est des chiffres qui sont manipulés et les vérifications ne sont pas les mêmes que les IPO classiques. Donc, il faut attendre que le cours se stabilise avant de se jeter dessus et de mettre tout votre argent. Pour terminer cette vidéo, je vous propose une grille anti-quantum washing. 4 questions à se poser avant d'investir. 1. C'est quoi les revenus réels? Si on est en dessous de 10 millions annuels, on referme le dossier. 2. Est-ce que les publications sont revues par des pairs, sont revues par la communauté scientifique, pas juste des communiqués? 3. Est-ce qu'il y a des clients qui payent? Donc, pas des partenariats stratégiques flous. Est-ce qu'il y a vraiment des clients qui achètent les produits de cette entreprise? Et le 4, c'est faire attention à tout ce qui est quantum safe. Donc ça, on joue sur la peur, on joue sur la méconnaissance des gens. Donc faites attention. Si une entreprise se prévaut de proposer des solutions quantum safe ou qu'elle est elle-même quantum safe, allez vérifier de quoi on parle, quels sont les algorithmes NIST qui ont été mis en place, sur quel système on est, depuis quand et à quelle échéance. Donc, tout le reste, c'est du narratif. Dans ce secteur, le narratif, il coûte cher. On parle de remplaçant de l'intelligence artificielle. On fait des promesses de casser tout Internet avec une puissance de calcul ridicule. Faites attention, ne vous laissez pas avoir par le narratif. Bien évidemment, il y a du quantum washing, mais il y a aussi des entreprises qui gagnent. Et c'est le sujet de ma vidéo, qui sont les vrais gagnants du quantique, que je vous invite à voir si vous voulez avoir des idées de comment structurer un portefeuille autour de ce sujet. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le suivi d'actualité. Et si cette vidéo vous a apporté un angle de vue différent, n'hésitez pas à activer la cloche de notification parce que je vais faire plusieurs vidéos comme celle-ci, à mettre un like, à la partager et à la commenter. Merci.